c'est la visite très surprenante de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, en Afrique du Sud, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara. Donc visite en Afrique du Sud, c'était mercredi dernier. Une visite qui suscite pas mal de réactions ici au Maroc, évidemment, et on se demande surtout pourquoi il s'est rendu à Pretoria. Est-ce que Pretoria a envie de s'installer dans ce conflit artificiel ou non? C'est la grande question, sachant que l'Afrique du Sud est un allié de l'Algérie et prétend défendre les intérêts des Sahraouis, ou en tout cas du Front Polisario. Pour en parler, Hassan Alaoui, directeur de la publication de Maroc Diplomatique, et on sera dans un instant avec Driss Aissaoui, qui est politologue, qui nous donnera aussi son éclairage. Juste avant d'être interrompu, on parlait de cette difficulté à recenser la population sahraoui, Hassan Alaoui. Oui, je vais tout simplement, si vous permettez, vous donner des explications. Il se trouve que vous savez qu'il y a un organisme très important des Nations Unies qui s'appelle le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Que d'ailleurs, je vous le rappelle, M. Guterres dirigeait jusqu'à pratiquement son arrivée à la tête de l'ONU. Et donc ce HCR n'a jamais réussi à aller à Tindouf dans ce qu'on appelle les camps, c'est-à-dire les camps de séquestrés. C'est ce que j'appelle moi, ce n'est pas de réfugiés. Et l'une des séquestrés sahraouis. Oui, c'est des séquestrés. Ce qui reste en fait des vrais sahraouis, soi-disant marocains. Ce sont des séquestrés, non pas des réfugiés. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand le Maroc avait entamé la marche verte en novembre 1975, vous savez, le Sahara n'était jamais terra nullius. Et je dis ça parce qu'il faut invoquer les racines, n'est-ce pas, de ces populations avec le Maroc. Il n'était pas terra nullius, mais il n'était pas très habité, parce que le peu de population quand la marche verte, je dirais, a été lancée, ce sont, je dirais, une dizaine de milliers de personnes de Sahraouis qui vivaient sous la terreur des tercios, c'est-à-dire l'armée espagnole de l'époque. À Laayoune, à Dakhla, Villa Cisneros, disait-on à l'époque. Et donc, les gens, quand le territoire a été libéré en novembre 75, le 14 novembre 75, une infime partie a été entraînée de force, même pas 3000, 4000 de force, vers Tindouf. Oui. Ils étaient donc déplacés par l'armée algérienne. Le Polisario n'existait pas encore à l'époque. Je veux dire, il existait formellement, parce qu'il avait été créé une année avant. Donc, ces 4000 ou 5000 portions, je veux dire, de population du Sahara qui avaient été entraînées par le Polisario et l'armée algérienne vers Tindouf, finalement, était quasiment insignifiant. Et on pouvait légitimement se poser la question, comme l'a fait une fois Feu Hassan II, comment peut-on accorder, je veux dire, les termes d'un État constitué à 3 ou 4 000 bonhommes? C'est comme ça. C'est pas possible. C'est impossible, effectivement. C'est impossible. Mais je termine, s'il vous plaît. Oui. Parce que l'astuce est là. L'astuce de l'armée algérienne est là. C'est que pendant les années suivantes, il y avait eu une dizaine ou plus de sécheresses féroces, comme ce qu'on vit aujourd'hui, pire. Oui. Et l'armée algérienne, qui était dans les confins du Sahara marocain, en train de fouiner comme d'habitude, parce qu'ils étaient là à surveiller avant que le mur ne soit dressé, avait l'habitude, j'allais dire, d'embarquer de force tous, je veux dire, les groupes de population qui fuyaient les sécheresses et qui, à la recherche de points d'eau et de clément, je veux dire de points d'eau clément. Et donc ils ramassaient les Touaregs, les Maliens, les Mauritaniens, les Soudanais et toutes sortes de populations qui étaient tout sauf Sahraouis. D'ailleurs, quand pour les mettre dans le camp de Tindouf, pour augmenter artificiellement la population. Pour augmenter tant et si bien que en 1975, ils étaient 4 000 ou 3 000 ou 4 000 ou 5 000, puis 5 ans plus tard, ils étaient déjà 30 000.
par exemple. Et jusqu'ici, aujourd'hui, on parle de 1 million de Sahraouis, mais il n'y a pas 1 million de Sahraouis, entre guillemets. Tout simplement parce que la majorité des Sahraouis vivent dans le territoire libéré qui est le Sahara marocain, donc à Smara, à Dakhla, à Laayoune, Tifariti, et tout, et tout, et tout. Donc la mystification était là. Et le Maroc, son tort, c'est de n'avoir pas tout de suite compris cette histoire et dénoncer un petit peu cette manœuvre dilatoire qui consistait, je veux dire, à grossir les rangs de ces populations qui n'étaient pas du tout, je veux dire, du Sahara et qui étaient simplement ramassées, manu, militari, incorporées et présentées comme. Et je termine. Oui. Monsieur Guterres, qui était donc à la tête du HCR, aurait pu, évidemment, le faire. Il a essayé d'aller recenser, et je reviens donc au recensement pour justifier un référendum a posteriori. Il a essayé, M. Guterres, mais il n'a jamais réussi, parce que le gouvernement algérien, dont M. Bouteflika lui-même, a toujours refusé que le HCR rentre dans les camps et recense exactement au niveau de la langue, au niveau des coutumes, des traditions, du physique même et tout, qui est Sahraoui et qui ne l'est pas. Et ça, c'est un point essentiel sur lequel le Maroc doit aujourd'hui. Parce que l'authentification des Sahraouis, entre guillemets, qui se sentent donc au Sahara, qui peuvent voter un jour, si tant est qu'on puisse croire qu'il y aura peut-être un jour un référendum. En tout cas, il n'en est plus question. Et n'en est plus question. Donc, d'où aujourd'hui, la solution, la seule qui reste, c'est la solution politique, évidemment, à laquelle se refuse le gouvernement algérien en priorité. Et en tout cas, pour l'instant, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, c'est Staffan de Mistura. Il a mis les pieds en Afrique du Sud, il est allé rencontrer de hauts responsables. On ne sait pas. Il n'était pas mandaté. Il n'était apparemment pas mandaté. De quel droit va-t-il Il n'était mandaté ni par l'ONU, ni par l'Union africaine ou l'OIA de l'époque, ni par aucune institution l'Afrique du Sud, et je vous expliquer de quoi il s'agit maintenant. Si vous le voulez bien, on va prendre en ligne Driss Aissaoui, qui va peut-être nous apporter un éclairage complémentaire à ce que vous nous dites, Hassan Alaoui. Driss Aissaoui, bonjour et merci d'être avec nous en direct dans Atlantique Midi. Pour vous, cette visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara à Pretoria, c'est une erreur manifeste, une faute diplomatique? Non-sens, cher ami. Staffan de Mistura a été mandaté par le secrétaire général des Nations Unies pour aller négocier, pour aller voir, pour faciliter. Il avait le rôle de facilitateur entre les parties prenantes, à savoir le Royaume du Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie. En fait, c'est ça son territoire. Et en principe, il devait discuter avec toutes ces parties-là de la nécessité de revenir à la table de négociation. Mais le problème, c'est que ces gens, cette personnalité, a fait disons, a élargi son cercle de compétences à l'Afrique du Sud. Nous savons pertinemment, par ailleurs, que l'Afrique du Sud n'a pas des sentiments tout à fait positifs vis-à-vis du Royaume du Maroc. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est vraiment un pays qui a plusieurs dons contre le Royaume du Maroc, alors que dans l'histoire, quand on revient même aux leaders de libération de l'Afrique du Sud, on trouve que le Royaume du Maroc a joué pleinement son rôle de pays leader et qui a aidé matériellement sur le plan militaire, sur le plan technique, etc. Mais malgré tout, l'Afrique du Sud a continué de jouer un rôle de trouble-fête au niveau de cette affaire. Et de toutes les manières, cette visite de Staffan de Mistura n'est pas du tout, d'ailleurs, toute la diplomatie marocaine et à leur tête le chef de la diplomatie au niveau des Nations Unies, il a fait une déclaration tout à fait claire à ce niveau. Et il a condamné
cette initiative de Staffan de Mistura qui n'apporte rien au dossier du Sahara. Faut-il exiger son limogeage? Bien sûr. Ça Bien va sûr. être... Non, de toutes les manières, le limogeage, vous avez disons, en direct, M. Hassan Alaoui, qui est un expert en la matière. Vous êtes vous aussi en direct? Non, je veux dire, il est en direct. Il est dans ce studio, effectivement. Ouais. Il est dans les studios. Il a fait un livre sur la question du Sahara. C'est quelqu'un qui connaît très bien et c'est un véritable journaliste qui a toutes les compétences pour justement pouvoir en parler. Et il le sait parce qu'il l'a suivi au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes devant une initiative qui ne va rien apporter au dossier du Sahara, sincèrement. Est-ce que ça peut même enlever quelque chose au dossier du Sahara? Je pense que si cette initiative va avoir comme conséquence, elle va avoir comme conséquence de tergiverser et de rendre illisible l'affaire du Sahara, sincèrement. C'est ça le problème. C'est que quand vous avez l'Afrique du Sud qui intervient, qui est un grand pays que le Maroc a soutenu, pourquoi voulez-vous que nous, on fasse un saut du nord de l'Afrique vers l'Afrique du Sud pour leur demander un point de vue sur l'affaire du Sahara? Ce n'est pas jouable. Alors moi, je vous demanderai, j'aurais aimé voir Staffan de Mistura aller vers les régions où aujourd'hui, même en Europe, l'Euro-Méditerranée, qui n'était pas du tout acquise au début à l'affaire du Maroc, à la position du Maroc, sont aujourd'hui acquis. Même la France, même si c'est un pays qui pose problème sur un certain nombre d'aspects, mais elle n'est pas aussi négative que l'on peut le penser. Les Espagnols, la même chose, les Allemands, etc. Et les Américains? Les Américains, ça c'est l'ex-président américain a pris une initiative extraordinaire en reconnaissant la marocanité. Que son successeur ne renie pas. Il faut le mettre en évidence. Personne ne renie ce que Donald Trump a fait au niveau de cette affaire du Sahara. Et aujourd'hui, je pense que tout est fait pour que le Maroc soit véritablement à l'aise dans ce dossier. Et de toutes les manières, les choses seront réglées par elles-mêmes. Parce que le Maroc est en train de travailler, de résoudre cette problématique à moyen et long terme, mais de manière, disons, on va dire, délicate, mais surtout sûre en ce qui concerne l'affaire du Sahara. Est-ce que cette visite à Pretoria, est synonyme aussi de véritable divorce entre le Maroc et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU? Bien entendu. Non, c'est-à-dire c'est pas un divorce. En fait, le Maroc aujourd'hui est en train de prendre à témoin l'opinion publique mondiale sur le fait que on est devant un intermédiaire, une personnalité qui devait jouer pleinement son rôle, qui ne le joue pas maintenant. Il est en train de faire exactement le contraire de ce qui était attendu de lui, en tant qu'émissaire, en tant que facilitateur. Il ne joue pas le rôle du facilitateur, il est en train de compliquer les choses. Voilà, il est en train de compliquer les choses et de les rendre encore une fois très difficiles à résoudre, et ça va prendre des années. C'est-à-dire que depuis que le Maroc a essayé de résoudre cette problématique, moi je me rappelle toujours du fait que la Suisse avait reçu une table ronde entre les trois parties, enfin les quatre parties liées à cette affaire, à savoir le Maroc, le Royaume du Maroc, l'Algérie, le Polisario, la Mauritanie, je pense. Ils se sont réunis, ils ont discuté autour de cette table ronde et ils devaient en principe continuer et terminer cette affaire. Ils ne l'ont jamais fait. Et c'est ça le problème. Et les affaires étrangères du Maroc, du Royaume du Maroc, a toujours dit, attention, ne cédez pas. Ne cédez pas. Il ne faut pas céder à cette tentation.
Et je pense que nous avons un ministère des Affaires étrangères qui est très vigilant, que ce soit au niveau central ou au niveau de la représentation au niveau des Nations Unies, pour appeler les choses par leur nom, pour dire non à ce genre de comportement. C'est aussi votre opinion, Hassan Alaoui? Oui, je voudrais juste mettre en exergue un petit détail, mais qui n'en est pas un finalement, qui est plus important. C'est le fait que M. Damistura n'a pas été mandaté. Bon, mandaté pour... On l'a dit, bien sûr, on vient de le dire. Oui, non, mais mandaté, je veux dire, pour la mission, quand il a été nommé il y a 2 ans, mais mandaté pour aller en Afrique du Sud, non. Il n'y a pas un texte ou un communiqué qui dise que M. Guterres a envoyé son émissaire en Afrique du Sud. Donc, est-ce une initiative prise, je vais dire délibérément en solitaire? Est-ce un coup bas, entre guillemets, quelque chose qui nous échappe, dont on connaîtra peut-être les tenants et aboutissants? Est-ce tout simplement une pression de l'Afrique du Sud? Moi, j'ai peut-être aussi une petite explication, c'est que l'Afrique du Sud, ce sont, j'allais dire, des ailes volantes, parce que elle vient d'attenter, je vais dire, c'est le mot, une sorte de démarche à la haie contre Israël, et peut-être pense-t-elle, cette Afrique du Sud, n'est-ce pas, qu'elle a le droit aussi d'intervenir au nom du principe de l'autodétermination des peuples. Vous savez que les 2 seuls pays qui acceptent la formulation dans le discours, dans la littérature des Nations Unies, sur des peuples opprimés, dernière colonie, etc., entre guillemets, etc., c'est l'Algérie seule et l'Afrique du Sud, tout simplement, parce qu'ils se sentent, je veux dire, une vocation de défenseurs, j'allais dire, du tiers-mondisme d'il y a 60 ans, avec un discours éculé. Et voilà, c'est pas par hasard que les Algériens, pardonnez-moi, comparent les Sahraouis et les Palestiniens. C'est un abus de langage et un désabusement de l'opinion internationale. Et moi, j'insiste sur cette histoire qu'il y a anguille sous roche et que le type n'a pas été mandaté pour cette mission spécialement. Tant et si bien que maintenant, il faut que le Maroc réagisse. On est perplexe, peut-être c'est le silence. En tout cas, si Omar Hilal a très très bien répondu, le Maroc ne se laissera pas entraîner dans la boue de cette manière. C'est-à-dire qu'il n'acceptera pas qu'une Afrique du Sud, que le Maroc a aidé. Vous avez oublié de dire à Cédric, et vous le savez, que Mandela avait pignon sur rue au Maroc. Il avait reçu une base militaire d'entraînement à Oujda. Le Maroc, les propriétaires de l'hôtel Balima à Rabat peuvent le dire encore, retrouver les fiches, que tous ces mouvements de libération étaient soutenus à Rabat avant même l'indépendance de l'Algérie, avant que l'Algérie n'existe, n'est-ce pas? Le Maroc avait pris en charge aussi bien la SWAPO de la Namibie, la NC, le MPLA d'Angola, le Cap-Vert, le Mozambique, tous ces mouvements de libération avaient été logés à Rabat par le roi Hassan II et financés jusqu'à leur indépendance totale, n'est-ce pas? Donc voilà comment l'Afrique du Sud, évidemment qui a la mémoire courte avec ses dirigeants aujourd'hui, qui sont des bandits, pardonnez-moi l'expression, parce que le type, ils ont trouvé de l'argent caché sous son lit, le président. Thomas Mbeki, c'était un traître irrecevable sur le plan diplomatique, qui n'a pas cessé de... J'arrête là parce que ça me tient à cœur que cette mission du bonhomme qui est parti en Afrique du Sud ne soit pas justifiée en quoi que ce soit. Évidemment, il nous faut toujours une réponse. On attend la réponse aussi du secrétaire général des Nations Unies, lequel, évidemment, lui, avait promis lui-même la solution politique qui est la seule aujourd'hui à régler ce problème. Si tant est qu'on puisse croire que les Algériens veulent se soumettre aux résolutions du Conseil de sécurité quand même, qui est le représentant de la communauté internationale et des Nations Unies. Driss Aissaoui, on a vu la réponse du porte-parole du secrétariat général des Nations Unies, il est évidemment interrogé sur cette visite plus que surprenante, même, voilà. Et il avait l'air totalement embarrassé. Est-ce que, oui ou non, c'est une initiative qui, selon vous, pourrait être totalement personnelle? Ou alors est-ce qu'il a été convoqué à Pretoria? Enfin, convoqué, c'est le mot qu'on peut utiliser. Je pense qu'il a été convoqué plutôt que ça. C'est-à-dire qu'on sait que l'Afrique du Sud est un pays
qui dispose de tant de moyens, de tant d'artifices pour pouvoir, disons, changer le visage des choses. Et le secrétaire général des Nations Unies prendra, je le suis sûr et certain, le temps d'expliquer et de trouver une explication réelle à cette initiative. Ils trouveront une explication. Mais on ne peut jamais construire une solution d'avenir de cette affaire sur la base de cette initiative. Elle sera exclue du dossier. C'est comme si on était dans un plaidoyer d'avocats et dire que ça, c'est hors sujet. Nous sommes, c'est-à-dire qu'on est en droit d'exiger que ce genre d'initiative soit exclu totalement et définitivement de tout dossier, disons, sur l'affaire du Sahara, et de dire non, cette affaire n'est pas du tout l'affaire de l'Afrique du Sud, c'est une affaire qui devait se régler sur place, ça n'a pas été fait. Je pense que Staffan de Mistura, malheureusement, a joué en cingletant un jeu qui n'est pas du tout agréable, et qu'aujourd'hui, en fin de compte, je pense que ce sont c'est des choses qui vont se retrouver à l'encontre de ceux qui l'ont initié. Je pense que finalement, Staffan de Mistura, ses amis et tous les collègues liés à cette affaire disons, je pense qu'ils seront en fin de compte en situation de dire « Ah, nous nous sommes trompés. Ah, on croyait que l'Afrique du Sud pouvait apporter quelque chose. » Elle ne pourra jamais apporter quoi que ce soit. Bien sûr, d'autant plus qu'elle n'est pas à la tête de l'Union africaine. Elle n'est pas, je veux dire, le représentant légitime de quoi que ce soit. Oui, il n'y a aucun mandat. Aucun mandat. Ouais. Donc, moi, je vais loin. À supposer que M. Guterres ait été mis au courant de cette, entre guillemets, mission. N'est-ce pas, ce qu'on pourra appeler un missi dominici. Mais il fallait au moins avertir le Maroc. Mais là, prendre le Maroc de court, c'est-à-dire la partie prenante la plus importante dans ce dossier, c'est le Maroc, n'est-ce pas? Le prendre au dépourvu et laisser un bonhomme, et pas n'importe lequel, n'est-ce pas, sur lequel repose, comme vous disiez tout à l'heure à Sidris, les efforts, je veux dire, le cadre de sa mission internationale et tout, nous prendre, c'est vraiment, c'est une trahison. Donc c'est une fin, pour moi, personnellement, c'est une fin de mission. Les Algériens ont demandé en 2007 la tête de Peter van Walsom, ce diplomate néerlandais. Il faut demander la tête de Staffan de Mistura. On peut demander la tête. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a des raisons, nous, le Maroc, d'invoquer beaucoup, je veux dire, d'exiger en tout cas une autre démarche. La dénonciation, bien sûr, de ce pourrissement, par l'Algérie. Ensuite, le fait que l'Algérie semble soutenir le Polisario, mais refuse, n'est-ce pas, l'autodétermination au Kabyle, n'est-ce pas, et en même temps, je veux dire, joue une partie cynique contre le Maroc depuis maintenant 50 ans bientôt, n'est-ce pas, et tout simplement, on sait pourquoi ceux qui le seraient pour, je veux dire, pour un certain peuple, par exemple, ce qu'ils appellent le peuple sahraoui, ne le seraient pas pour les Kabyles. Pourquoi? Quelle raison? Il y a mille et une raisons qui distinguent la Kabylie de l'Algérie centrale du gouvernement algérien, lequel gouvernement algérien doit un jour, maintenant je vais ouvrir un autre départ, doit répondre à ces problèmes qui sont en train de mijoter sous nos pieds, qui sont la revendication marocaine sur ses territoires, sur son Sahara oriental. Et on sait très bien qu'en 1958, le gouvernement français, parce que c'est lui qui porte la responsabilité de tout ça, a préféré casser, je veux dire, briser le territoire marocain et confier au moins 5 à 6 régions marocaines à l'Algérie. C'est-à-dire, je peux les citer, le Touat, Smara, enfin Saoura, pardon, et toute Béchar, et toute une série du nord au sud qui étaient marocains jusqu'en 62. Les décrets
était signé par le caïd de Marrakech et d'Agadir. Et quand l'Algérie est venue, elle a trouvé les documents, bien entendu. La population de ces régions du Sahara oriental s'était révoltée parce qu'elle n'acceptait pas le fait accompli d'être confiée par la France à l'Algérie. Et donc, tout ça, il va falloir un jour, ça c'est le Il va problème. falloir un jour peut-être ouvrir les dossiers. Il va falloir un jour ouvrir ce dossier parce qu'il est là. N'est-ce pas? Et le Maroc qui a accepté le principe de ne pas jouer sur ça, c'est-à-dire quand la France est venue dire à Mohamed V, voilà, votre pays, il est temps et temps, voilà, il se compose de combien de ça? Il leur a dit, moi j'attends comme ça, j'attends la libération du peuple algérien, frère. Et Mohamed V est parti à l'ONU, oui, et il a fait un discours pour défendre l'indépendance du peuple algérien. Et voilà comment on est remercié, nous. On y reviendra dans un instant, il est 13h, c'est l'heure des